Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans le 19h sur Ecopolis Télévision. Il est connu après 2 tentatives soldées par la fumée noire. La 3e tentative, c'est le cardinal Francis Prévost qui succède au pape François Ier. Et pour cette occasion, le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo a adressé un message de félicitations au nouveau souverain pontife. Et en Ituri, le jeune leader appelle à l'invalidation du mandat du député Joka Balambi pour sa déclaration au ralliement de troupes armées dans l'Ituri. Plus de détails dans ce journal. Le monde connaît désormais le nouveau pape, c'est l'Américain Robert Francis Prévost qui a choisi, lui, le nom de Léon XIV. Il succède à François et devient ainsi le 267e pape. Le nouveau souverain pontife a été élu le jeudi après-midi par 133 cardinaux réunis en conclave depuis le 7 mai dernier. Son premier discours empreint d'humilité et appel à la fraternité universelle a résonné bien au-delà des murs. Arlette Matondo. Dans la foulée, Léon XIV s'est adressé aux plus d'1 milliard de catholiques. Visiblement ému, c'est avec ces quelques mots qu'il s'est exprimé au monde entier. Questo è il primo saluto del Cristo risorto. C'est le premier salut du Christ ressuscité, le bon pasteur qui a donné sa vie pour le troupeau de Dieu. Moi aussi, je voudrais que ce salut de paix entre dans votre cœur. Âgé de 69 ans, Robert Francis Prévost devient le 4e pape non italien de suite, le premier pape originaire des États-Unis. De l'éthique sexuelle aux finances vaticanes, de la crise des abus à la diplomatie internationale, le successeur de pape François devra affronter des défis considérables. Parmi les premiers gestes significatifs de ce nouveau pontificat, un intérêt marqué pour la République démocratique du Congo se dessine avec une clarté surprenante. Des messages de soutien ont été adressés à la communauté catholique congolaise, louant son dynamisme et sa foi profonde malgré les défis sociopolitiques et économiques auxquels le pays est confronté. Au total, 12 chantiers majeurs attendent Léon XIV et qui détermineront sa capacité à incarner une voix prophétique et crédible dans le monde et une église en tension. En attendant la messe d'inauguration du pontificat de Léon XIV qui aura lieu le 18 mai prochain, de nombreuses personnalités sont attendues 10 jours après cette élection de Robert Francis Prévost. Habemus Papam. L'élection de Léon XIV, dont les noms de baptême et l'ancien diocèse n'ont pas encore été officiellement divulgués, a suscité une vague d'espoir au sein de l'Église. Mais qui est donc le nouveau successeur de Saint-Pierre, anciennement le cardinal Robert Prévost? Élément de réponse dans ce portrait dressé par la rédaction d'Ecopolis. Premier pape augustinien et 2e souverain pontife issu du continent américain après François. Robert Francis Prévost, 69 ans, est originaire du nord du continent américain, né le 14 septembre 1955 à Chicago, Illinois. De lui Marius Prévost, d'origine française et italienne, et de Mildred Martinez, d'origine espagnole. L'année suivante, il rejoint la mission Trujillo au Pérou en tant que directeur du projet des formations communes pour les aspirants augustiniens de Vicariat de Chulucanas, Iquitos et Apurimac. En 1999, il a été élu prieur provincial de la province augustinienne
maire du Bon Conseil à Chicago, et 2 ans et demi plus tard, lors du chapitre général ordinaire de l'ordre de Saint-Augustin, ses frères l'ont choisi comme prieur général, les confirmant en 2007 pour un second mandat. En 2009, il va visiter la République démocratique du Congo tout en bénissant la construction des bâtiments de l'Université Saint-Augustin à la 18e rue dans la commune de Limete, mais également en territoire de Dungu et Isiro dans les Hauts-Uélé, dont le nouveau pape est un ami du Congo et de Congolais. En octobre 2014, le pape François les nomme administrateur apostolique du diocèse péruvien de Chiclayo, l'élevant à la dignité épiscopale en tant qu'évêque titulaire de Sufar. Sa devise épiscopale est « In illo uno unum », bien que nous, chrétiens, soyons nombreux, dans l'unique Christ, nous sommes un. Le 26 septembre 2015, il est nommé évêque de Chiclayo par le pape argentin et, en mars 2018, il est élu 2e vice-président de la Conférence des évêques du Pérou, au sein de laquelle il est également membre du Conseil économique et président de la Commission pour la culture et l'éducation. En 2019, le pape François les nomme parmi les membres de la Congrégation pour les clergés et le 30 janvier 2023, le pape le convoque à Rome en tant que préfet du dicaster pour les évêques et président de la commission pontificale pour l'Amérique latine. Il est créé cardinal en lui attribuant les diaconats de Santa Monica. Le 8 mai 2025, après 2 tentatives soldées par la fumée noire, conséquence d'un manque de consensus entre cardinaux, mais la 3e tentative, c'est le cardinal Robert Francis Prévost qui sera voté pape comme appellation Léon XIV. En lien toujours avec l'élection du pape Léon XIV, le président de la République, Félix Tshisekedi, a adressé un message de félicitations au nouveau souverain pontife. Ces messages soulignent les attentes de Congolais sur les objectifs spirituels qui devraient caractériser l'Église et non des invectives contre les autorités politiques. Ces messages élus ici par Saturné Djembe. Message de félicitations de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, à sa sainteté le pape Léon XIV. Très saint Père, c'est avec une émotion profonde et une immense allégresse que je vous adresse au nom du peuple congolais et en mon nom personnel, mes plus sincères et respectueuses félicitations à l'occasion de votre élection à la chaire de Saint-Pierre. Votre appel à une église humble, fraternelle et tournée vers le périphérie du monde trouve une résonance particulière en République démocratique du Congo, terre de foi vivante. Vos paroles, pleines de sagesse et de compassion, ravivent en nous la certitude que l'Église continue de se tenir aux côtés du peuple en quête de justice, de paix et de dignité. Nous avons été profondément touchés par votre message inaugural depuis la Logia de la basilique Saint-Pierre, affirme que l'Église ne doit pas dominer, mais servir à l'image du Christ. Ce message de service, d'humilité et de proximité vient renforcer notre propre engagement en faveur de la réconciliation, du bien commun et de la défense des plus vulnérables. Puisse votre pontificat être un temps de renouveau spirituel, des dialogues féconds entre le peuple et des rayonnements accrus de la lumière de l'Évangile dans un monde souvent assombri par l'indifférence et la division. Que l'Esprit Saint vous accorde chaque jour dans cette haute mission pour le bien de l'Église universelle et de toute l'humanité. Veuillez agréer, très saint Père, l'expression de ma très haute considération ainsi que l'assurance de mes prières ferventes pour l'accomplissement
de votre ministère apostolique. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. À la Chambre haute du Parlement, sous la direction du président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, la plénière du jeudi a porté essentiellement sur le contrôle parlementaire avec l'interpellation du ministre des Mines qui devrait être auditionné sur l'octroi de certains carrés miniers, un exercice dont les résultats sont attendus par la population. À la fin de cette plénière, certains sénateurs ont exprimé leur satisfaction. Reportage. En effet, le rapport de la commission Page relatif à l'examen du dossier individuel de chaque sénateur concerné ayant été adopté, il a été constaté que rien n'empêche la validation de leur mandat. La Chambre haute du Parlement a également traité la question orale avec débat du sénateur Célestin Vounabandi adressé au ministre des Mines relative à la problématique du gel des gisements, de la prise en compte des intérêts des populations riveraines dans les projets miniers. La motion qui est attendue à ce que ces débats ne puissent pas se faire maintenant et pouvait donc pas aborder cette question dans ce contexte. C'est pourquoi le ministre des Mines, invité dans la salle un peu plus tôt, a été autorisé de prendre congé de la plénière et la séance suspendue. Ces désordres-là nous apportent justement la paix. Alors ne pas les appréhender, ne pas les discuter, ne pas trouver par la Chambre ici haute les solutions à proposer au gouvernement, je pense que ce n'est pas la solution et nous aurons certainement l'occasion de revenir sur ces questions et de pouvoir les maîtriser par les parlementaires pour pouvoir donner des bonnes lignes directionnelles de gestion à notre gouvernement. Pendant ces temps, à la Chambre basse du Parlement, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Tshilumbai, a présidé jeudi la plénière basée sur le projet de loi statuant sur le principe fondamentaux de la sécurité alimentaire. Cette proposition portée par le député national Kade Katembo a été jugée recevable par les élus nationaux après débat et délibération. Suivez. Tout en précisant l'importance d'avoir une telle loi dans la République démocratique du Congo et dépourvue depuis son ascension à l'indépendance, elle a été portée devant la représentation nationale par le député national Kade Katembo et Alexandre Kambale Mouassa. Cette proposition de loi est une urgence et une nécessité car l'accès à une alimentation adéquate est un droit reconnu tant dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Durant 3 heures, les députés nationaux ont abordé divers problèmes étroitement liés à leur circonscription électorale qui vont de la problématique des érosions au problème de la cohabitation de populations, la problématique de 15 000 réfugiés sud-soudanais au nord de la RDC. À cette affirmation, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a reconnu aux élus la légitimité de leurs revendications tout en confirmant pour ce jeudi 8 mai 2025 le début de plénières dédiées au contrôle parlementaire. Toujours dans le même registre, l'association de jeunes leaders d'Elituri appelle à l'invalidation du mandat du député provincial Joka Balambi, membre du parti politique Union de Patriotes Congolais de Thomas Lubanga. Dans une déclaration faite mardi dernier à la presse à Bunia, cette structure dénonce le ralliement de cet acteur politique aux groupes armés conventionnés pour la révolution populaire créé par le même Thomas Lubanga. Selon Christian Chaori, coordonnateur de jeunes leaders d'Elituri, député provincial Joka Balambi, ne devrait plus recevoir des émoluments pour alimenter cette rébellion. Ces propos sont recueillis par Arlette Matono.
Dans une déclaration faite devant la presse ce mardi 6 mai, les jeunes leaders de l'Ituri ont vivement salué les efforts consentis par l'administration militaire en vue du rétablissement complet de la paix et de l'autorité de l'État en Ituri. Ce dernier ont fustigé l'attitude de certains fils égarés tendant à déstabiliser la quiétude observée actuellement en province. Les jeunes leaders restent et demeurent attachés et appuient sans embâche les efforts de paix que ne cesse de déployer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les jeunes leaders saluent de l'occasion le travail titanesque qu'a bat le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanchama Joni, dans la recherche de la paix, pacification et du développement de la province de l'Ituri, dont les résultats sont déjà palpables sur terrain. Pour pérenniser les acquis de paix, ces derniers formulent des recommandations auprès des autorités nationales et provinciales. Au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, la suspension de toutes les activités du parti politique Union des Patriotes Congolais, UPC en sigle. Au ministre d'État, de la Justice et Garde des Sceaux, l'instruction à l'auditeur général de FRDC d'engager des poursuites judiciaires contre M. Thomas Lubanga, président du parti politique IPC. Rappelons que durant ce 4 ans de l'état des sièges, nombreuses entités dans les territoires d'Irumu, Djougou, Mambasa sont passées sous contrôle de FARDC grâce à l'approche militaire couplée aux non-militaires mise en place par le gouverneur de province. Chapitre de finances, après 5 ans de loyaux services rendus à la nation, à la tête de l'inspection générale de finances, des actions et des œuvres indélébiles, Jules Alingué Tekei demeure. Qu'a-t-il accompli et comment revoyons son parcours quinquennal comme inspecteur chef des services à l'IGF dans cet élément réalisé par Dieudonné Massounda et Blanchard Meko. Il est des hommes qui, par leur loyauté inébranlable et leur sens profond du devoir, incarnent avec éclat et sobriété la vision d'un leadership engagé. Lui, c'est Jules Alingué Tekei qui fait partir de ceux-là. Fidèle à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il s'est distingué par un engagement sans faille et une abnégation remarquable à la tête de l'inspection générale des finances, IGF, durant 5 bonnes années. Infatigable et rigoureux, Jules Alingué Tekei a su, par son professionnalisme exemplaire, ouvrir les yeux de toute une nation sur plusieurs dérives et les pratiques frauduleuses qui gangrénaient depuis trop longtemps la République démocratique du Congo. Un bon digne fils du pays, élève de Félix Tshisekedi, grâce à son action, une ère nouvelle de transparence et des responsabilités s'est amorcée dans la gestion des finances publiques. Aujourd'hui, alors qu'il cède sa place à Christophe Bitassimwa, nous tenons à lui adresser nos plus sincères remerciements et nos encouragements. Son passage à la tête de ces services rattachés à la présidence de la République, je cite IGF, restera gravé dans le mémoire comme un tournant décisif dans la lutte contre la corruption, les antivaleurs et les détournements des deniers publics en République démocratique du Congo. Son sens élevé de l'intégrité, sa rigueur dans le travail, son combat acharné sur terrain et son courage ont fait de lui un véritable gendarme financier respecté de tous et partout où il passe. Chapeau bas à ces grands hommes en la personne des Jules Alingué pour l'œuvre immense et le traces indélébiles qu'il laisse derrière lui, qui ne seront jamais effacées. Aujourd'hui, tout le monde parle de lui, car il a marqué l'histoire de l'IGF. Félicitations pour ses parcours inspirants et pour l'héritage des transparences qu'il a légué au pays de Tshisekedi. Une page s'est ferme, mais une nouvelle histoire commence. La République démocratique du Congo parlera de lui, car son histoire est retenue. Et dans les chapitres de l'environnement, le Fonds forestier national réagit
contre un article publié récemment par un média en ligne de la place, lesquels médias confirment la suppression du FFN en vue du redressement des finances publiques face aux pressions sécuritaires. Je vous invite à suivre la réaction de cet établissement public à caractère technique et financier par Carlos Mbolekouni, chargé de communication du FFN. Communiqué de presse du Fonds forestier national numéro 002 du 8 mai 2025. En date du 3 mai 2025, le média en ligne actualité.cd, dans son desk écho, a publié un article intitulé « RDC suppression des structures inutiles en vue du redressement des finances publiques, le CENSA et les cas typiques recommandés récemment par Ebouteli et le Fonds forestier national ». Dans son contenu, le média s'est évertué, pour des raisons non élucidées, à propager des contre-vérités et des mensonges sur le Fonds forestier national, ce qui dénote d'une ignorance notoire de cette structure de l'État. Nous citons le Fonds forestier national. Ainsi, pour établir la vérité et éclairer l'opinion publique, le Fonds forestier national fait la mise au point suivante. 1. Le Fonds forestier national est institué par la loi numéro 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier de la République démocratique du Congo, spécialement à son article 81, et ce, conformément au plan de convergence adopté par les chefs d'État, membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC en sigle, plan qui recommande à son 9e axe stratégique le développement des mécanismes de financement dont les fonds forestiers nationaux. C'est dans ce contexte que le FFN est créé par décret numéro 09/24 du 21 mai 2009 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds forestier national. Il apparaît donc clair que le fonds n'est pas une structure créée ces dernières années au sein du ministère de l'Environnement et Développement durable comme structure d'accompagnement et ou d'exécution du programme présidentiel Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres d'ici 2023, comme affirmé dans l'article ci-cité. 2. De ce qui précède, il convient de confirmer que le Fonds forestier national réalise les missions lui assignées par les législateurs congolais avant, pendant, après l'existence de l'initiative présidentielle Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres d'ici 2023. L'exercice de ces missions n'est donc pas consécutif de l'initiative présidentielle précitée. 3. Le Fonds forestier national figure dans la loi des finances comme compte d'affectation spéciale. À ce titre, il est l'un des rares établissements publics qui verse au Trésor sa part relative à l'excédent de gestion et partage aussi avec le même Trésor, via la DGRAD, les recettes de l'une de ces taxes, la taxe de déboisement. 4. Par voie de conséquences, le Fonds forestier national n'est pas une structure inutile. Il contribue plutôt aux recettes du Trésor et il n'est pas tributaire de celui-ci. Je vous remercie. En marge de la journée mondiale des orphelins du sida célébrée le 7 mai 2025, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a communié avec les enfants abandonnés à l'orphelinat OES de Kinshasa avec de vivre et non-vivre dans l'optique de soulager tant soit peu la peine de 10 enfants, une peine pour ces orphelins qui ont vu la ministre une vraie maman de substitution. Images et commentaires. « 7 mai 2025, journée mondiale des orphelins du sida. À l'occasion, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, n'a pas voulu laisser passer inaperçue cette journée, combien grandiose et commémorative, où elle a profité pour faire l'évaluation de son accompagnement aux côtés des enfants vulnérables et laissés pour compte. Pour ce faire, au nom de la solidarité nationale, elle s'est rendue à l'orphelinat OES, célébrer cette journée avec les enfants orphelins affectés du sida.
Ici, chaque sourire cache une histoire et chaque main tendue est un pas vers l'avenir. Votre présence est un geste fort qui nous donne du courage pour continuer à croire à nos rêves. Merci de prendre le temps de venir à notre rencontre et de partager un moment avec nous. On sait qui n'a pas laissé indifférente Nathalie Aziza Mounana, qui se dit très émue en présence des éducateurs et assistants sociaux placés sous les... Et pour finir ce journal, la Fédération congolaise de football association FECOFA a communiqué la liste de 26 joueurs sélectionnés par Sébastien Desabres pour les matchs amicaux contre le Mali puis Madagascar prévu le 5 au 8 juin prochain. 2 matchs tests en prévision de qualification pour la Coupe du Monde 2026, mais surtout de la CAN 2025 prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 autour du noyau dur constitué par le grand habitué Chancel Mbemba, Théo Bongonda, Samuel Moutoussami ou encore Cédric Bakambou. On retrouve Nathanaël Mboukou de Dynamo Zagreb qui avait manqué le précédent rassemblement, mais aussi Aaron Wan Bissaka du club anglais West Ham. Suivez. Ils sont au total 26 léopards convoqués par le technicien français Sébastien Desabres pour aller défier les Aigles du Mali et les Baréas du Madagascar en prélude de la trêve internationale du mois de juin de l'année en cours. Parmi les sélectionnés de la liste du technicien français figurent de nouveaux visages, notamment le défenseur de West Ham United de l'Angleterre Van Bissaka, Steve Kapwadi qui évolue en Pologne, ainsi que son compatriote Afimi Kopouloulou. Le Léopard affronte le Mali pour le premier axe le 5 juin, puis 3 jours après, avant d'affronter les Baréas du Madagascar. Les Léopards doivent mieux aborder ces trêves internationales qui s'inscrivent dans le cadre des préparatifs de la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde tripartite prévue en 2026. Les hommes de Sébastien Desabres restent sur une série de 6 rencontres dans cette campagne des éliminatoires du mondial, dont le bilan fait état de 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. La RDC se classe première de son groupe avec 13 points, suivi du Sénégal 12 points à égalité avec le Soudan, tandis que le Soudan du Sud, le Togo ainsi que la Mauritanie complètent le tableau dans ce groupe. Fin de ce journal, l'actualité continue, restez branchés et bon début du week-end à vous. Au revoir.